Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, que tout est ok. Coucou Chris, coucou Manon, coucou Alicia, coucou Violaine, coucou Elodie. Comment allez-vous? Alors, coucou François, comment vas-tu? Alors ça y est, Mélanie nous a rejoint sur le live. Tout est ok. Bon, ben c'est parfait. Bonjour Mélanie, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va bien. Merci d'avoir accepté du coup de participer à ce live. Alors aujourd'hui, on va un petit peu parler de ton métier, enfin en tout cas une part de ton métier. J'aimerais d'abord que tu commences par te présenter, présenter un petit peu ton parcours. Je pense que ça va permettre un petit peu de te situer et de comprendre voilà, pourquoi tu es devenue naturopathe, coach holistique aujourd'hui. Oui, alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Mélanie, j'ai 29 ans. Je suis donc une ancienne kiné, c'est-à-dire que j'ai d'abord eu mon diplôme de masseur kinésithérapeute et j'ai exercé pendant 6 ans et demi en tant que kiné en libéral. Et là, en décembre dernier, j'ai fait le choix d'arrêter complètement mon métier de kiné pour me dédier uniquement donc aux thérapies alternatives et complémentaires. D'accord. Donc, j'ai toujours en fait été passionnée par les thérapies alternatives. Et dès que j'ai obtenu mon métier de kiné, en fait, je me servais de ma paye de kiné pour me payer des Mhm. formations dans les thérapies alternatives. Donc, j'ai d'abord commencé avec la médecine chinoise. Après, je me suis formée au magnétisme, à la cohérence cardiaque, au yoga. J'ai fait des formations aussi dans différents massages, le massage shiatsu, la réflexologie plantaire chinoise. D'accord. Je me suis formée en naturopathie, enfin bref, en vraiment en beaucoup de choses, en méditation. Et donc aujourd'hui, j'ai créé un cabinet holistique à Nancy dans lequel je pratique uniquement donc les thérapies alternatives et je fais aussi des accompagnements en ligne pour aider en fait. Alors c'est principalement les femmes, hein, j'ai principalement des femmes en consultante à retrouver leur équilibre intérieur pour qu'elles puissent voilà, tout simplement redevenir souveraines de leur santé et de leur bonheur. Mhm. C'est génial. Donc, il y a vraiment eu toujours en fait cette affinité, ce petit truc où tu as toujours eu cette évidence d'être attiré par tout ce qui était alternatif, etc. Il n'y a pas eu un événement, quelque chose qui a fait que du jour au lendemain, tu t'es tourné vers ça. Non, en fait, ça a vraiment été depuis toute petite, puisque en fait, mon grand-père faisait du magnétisme. Donc, depuis toute petite, en fait, j'étais habituée déjà à ce que, voilà, à cette ouverture vers le subtil, en fait, au fait que finalement, on pouvait apporter un apaisement autrement que par les médicaments. Mm. Et ma grand-mère, elle, en fait, alors mes grands-parents ont une histoire assez tragique, puisqu'en fait, ils ont perdu leur petite fille. Elle avait quand elle est décédée, je crois, elle avait 10 ans. Et en D'accord. fait, elle est décédée d'une tumeur au cerveau et ma grand-mère a toujours essayé de chercher des moyens par elle-même, que ça soit pour la soulager naturellement ou même pour essayer de la guérir. Donc c'est ce qui fait que ensuite elle a utilisé toutes ses connaissances pour nous soigner nous, ses petits-enfants, parce qu'elle nous gardait. Donc D'accord. toute petite en fait, j'ai été Béni. baignée dans, tu vois, les soins naturels. Elle nous faisait des cataplasmes d'argile. Elle nous donnait des mélanges de plantes. Quand on avait des verrues, elle nous emmenait dans son jardin. Elle coupait une chélidoine et elle venait déposer, tu sais, le jus jaune de la plante. Ça faisait partir les verrues. Donc voilà, toute petite, j'ai été en fait attirée par ça. Et à l'âge de 15 16 ans, j'ai commencé à utiliser les huiles essentielles, à boire des tisanes, etc., à me dire, ah bah tiens, telle D'accord. tisane, c'est bon pour ça, etc. Et j'ai même fait mon, mon mémoire de fin d'études de kiné. Pour avoir mon diplôme de kiné, je l'ai fait sur l'utilisation des huiles essentielles en kinésithérapie. Donc, tu vois, j'ai même Ouais. toujours, en fait,
essayer de lier le côté alternatif, naturel avec la médecine moderne, mais c'était pas Mm, toujours voilà, très bien perçu. En tout cas, pour moi, j'ai toujours essayé de mêler les deux parce que bah, mm. pour moi, ça me paraît logique en fait. Ok, ben, c'est super intéressant en tout cas je trouve parce que c'est vrai que dans le domaine de la naturopathie on a souvent des personnes qui vont dire ah ben j'ai fait un burn-out du coup je me suis tournée vers ça etc. Et en fait on peut aussi voir du coup que ça peut être inné chez certaines personnes du coup, même limite peut-être génétique on pourrait parler. Hmm. Mais Non, ouais, je pense vraiment que et aujourd'hui avec tout ce que je découvre en spiritualité, etc. Je sais que j'ai choisi cette famille-là pour euh, réintégrer des connaissances que j'avais certainement déjà avant dans d'autres vies parce que aujourd'hui quand je me vois faire des soins énergétiques par exemple à certaines personnes, c'est inné en fait. J'ai pas besoin de réfléchir, c'est naturel. Ressentir ce qu'une personne ressent en face de moi quand elle vient me voir, c'est aussi inné et naturel. Donc, je pense je pense que je faisais déjà ça dans d'autres vies et que ouais, c'est tout simplement le réveil d'un certain savoir à l'intérieur de soi, en fait. on va alors il y a une petite question donc il y a Rod qui demande pour une première théorie manuelle sur le corps humain sans passer par des études de kinésithérapie ou d'ostéopathie, quelle formation alternative serait la plus profitable pour moi? Donc une première thérapie manuelle sur le corps humain sans passer par des études d'ostéo ni de kiné, qu'est-ce que tu pourrais conseiller ou aiguiller? Je pense qu'en fait, on n'a pas le choix si on veut vraiment connaître le corps humain et qu'on veut agir sur le corps des autres, ben, on doit avoir cette démarche sérieuse de faire des études, en fait. Je peux pas te dire, bah tiens, il y a telle formation en 5 jours qui peut te donner Mm. ensuite la capacité de faire de la thérapie manuelle, de remettre une cheville, de remettre une épaule. Je pense qu'il faut avoir à un moment donné cette conscience et ce respect envers les autres, le respect envers le corps des autres, que un corps humain, c'est pas n'importe quoi, ça se manipule pas de telle ou telle manière. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a beaucoup justement de thérapies qui sont pas reconnues en France, c'est parce que on voit de tout et n'importe quoi et qu'il y a plein de formations justement qui donnent des diplômes en 2 jours, en 3 jours, en 5 jours. Idem, hein, justement, avec le magnétisme. Ça, si tu veux, on y reviendra par la suite. Mais Mm. je trouve qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent faire du Reiki, faire du magnétisme, mais qui, en fait, ne savent pas réellement. Ah, on a été. Les coups de téléphone. Désolée. Et Il n'y donc, a je pas de pense que, souci. voilà. Et je pense qu'il faut vraiment avoir cette conscience aujourd'hui que avoir une action sur le corps de l'autre, c'est pas n'importe quoi, qu'elle soit vraiment purement manuelle, physique, ou qu'elle soit énergétique. Et donc, je pense que il faut avoir cette rigueur, ce sérieux, ce respect envers l'autre et avoir cette capacité de se dire que si demain tu veux aider l'autre en rapport avec le corps, avec son corps, eh ben, tu te dois d'avoir cette rigueur et ce sérieux, de faire des études, que ça soit pour être chiropracteur ou ostéopathe. Et voilà, et tu seras reconnu à ton sérieux, à ta rigueur et à tes connaissances d'une certaine manière. Mm. Donc, je pense qu'il faut avoir cette rigueur-là. Totalement. Je sais même pas quoi dire de plus, tellement pour moi c'est parfait. J'ai vraiment la même vision à ce niveau-là. C'est pareil pour le métier de naturopathe. Il faut bien prendre en conscience qu'on prend l'hygiène de vie des gens, on change des vies en fait par le métier de naturopathe. Et on peut pas faire n'importe quoi. On peut pas dire à quelqu'un de manger ça ou ça, de faire ci ou ça dans son quotidien et l'impact que ça peut avoir en fait sur sa santé, sur son bien-être, sur son mieux-être. Donc, c'est pareil en fait pour le métier de naturopathe, c'est pareil pour même le métier de magnétiseur ou tout ce qui peut toucher à l'énergétique. Encore plus peut-être pour l'énergétique, parce que l'énergétique, on peut vraiment trouver des personnes qui vont faire qui vont du jour au lendemain se dire ouvrir un cabinet de magnétisme et avoir de mauvaises intentions ou pas un bon fluide ou je sais pas comment Ouais. expliquer ça. Tu sais, c'est même pas forcément une question de mauvaise intention. Tu as des gens qui sont bien intentionnés, Mm. qui sont persuadés qu'elles veulent faire le bien,
mais inconsciemment, en fait, elles vont aller transposer sur les autres leurs propres blessures, leurs propres ouais, blessures d'âme. Et c'est inconscient, mais déjà, il faut se demander pourquoi on a cette envie d'aller soigner l'autre, pourquoi on a cette envie d'aller toucher l'autre, pourquoi on est persuadé qu'on peut aider l'autre. Qu'est-ce qui nous pousse à faire ça? Est-ce que c'est l'ego? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est une blessure inconsciente qui fait qu'on a besoin d'aller retrouver chez l'autre cette même blessure pour se rassurer? Mm. Donc, il y a énormément de choses qui entrent en ligne de compte. J'entends bien aussi qu'il y a ce côté reconversion professionnelle, mais voilà, aujourd'hui, malheureusement, ça laisse un peu place à tout et n'importe quoi. Mm. Et je pense qu'il faut avoir cette sagesse de savoir où est vraiment notre place. Et par exemple, en tant que naturopathe, je ne prétendrai pas aller soigner telle ou telle maladie. Je prétends, même en tant que prodigueuse de soins énergétiques, je ne prétendrai jamais aller soigner telle ou telle maladie. Pour moi, je suis juste une personne qui met en lumière et qui apporte une écoute attentive au corps et à la personne. Mais je suis pas quelqu'un qui soigne ou qui apporte la guérison. Mm. Et voilà, et jamais je me placerai en tant que médecin ou en tant que ci ou en tant que ça. Et je pense que c'est vraiment important de savoir se repositionner en fait. Mm. Se repositionner. Totalement. En plus de ça, t'as le fait d'avoir double cursus, donc cursus en tant que professionnel de santé et cursus en tant que thérapie alternative, tu as en plus, je pense, la complexité de te positionner parce qu'en tant que kiné, tu peux appeler tes patients patients et en tant que coach holistique, tu ne peux pas appeler les personnes que tu accompagnes patients, Ouais. mais tu dois les appeler consultants. Donc je Ouais. pense que le positionnement chez toi doit être très complexe parfois à trouver Mm. ou à naviguer. J'aimerais un petit peu que tu exposes ta vision de coach holistique. Pourquoi t'appeler coach holistique et qu'est-ce que ça regroupe en fait? Et quelle est la signification et comment tu le traduis en fait Mm. au monde autour de toi? Alors déjà, il y a, si tu veux, ce problème de savoir qu'est-ce que tu mets sur ta bio ou qu'est-ce que tu mets sur, tu vois, La carte de ton visite. descriptif sur Insta. À un moment donné, tu te poses la question, tu te dis, bon, alors attends, j'ai fait une formation en naturopathie, je me suis formée en médecine chinoise, je me suis formée en méditation, en yoga, en massage, en énergétique. Tu peux pas mettre tout ce que tu as fait et à un moment donné, c'est bah, justement retrouver sa juste place, quelle est ma mission. Ma Mm, mission, c'est d'aider les gens à retrouver leur souveraineté, à être acteurs de leur santé, à être acteurs de leur bien-être, à leur montrer la voie pour que ils retrouvent en fait cette capacité à reprendre soin d'eux et redevenir leur propre médecin finalement, mm, c'est ça, leur propre médecin. Et donc je pense que un moment coach, enfin le mot coach holistique, c'est vraiment ce mot qui va regrouper un petit peu tout ça, qui va regrouper ma vision et ma mission, c'est-à-dire ma vision de l'être humain, ma vision de la santé et le fait que je suis là pour aider les gens à retrouver leur place, leur santé souveraine, leur capacité d'auto-guérison, d'autorégulation, d'auto-réharmonisation. Et que holistique, c'est ça aussi. Le mot holistique, il est un petit peu, c'est-à-dire que il est encore peu connu. Il y a mm. peu de personnes hein, qui comprennent ce que ça veut dire holistique. Alors les gens qui sont un petit peu ouverts à tout ça vont comprendre facilement, mais tu demandes à quelqu'un dans la rue c'est quoi coach holistique, il va pas forcément savoir c'est quoi. Le mot holistique, c'est vraiment cette notion de globalité, de prendre l'être humain dans sa globalité, pas seulement d'une manière physique ou que psychologique, mais vraiment le prendre d'une manière globale, c'est-à-dire avoir conscience que on n'est pas qu'un corps physique, qu'on a différents corps énergétiques qui se superposent et que un dysfonctionnement dans l'un va engendrer des dysfonctionnements dans les autres corps et que à partir d'un problème émotionnel, d'une énergie qui n'est pas régulée, qui n'est pas intégrée, digérée, et ben ça peut créer un dysfonctionnement dans le corps physique. Donc c'est vraiment cette notion-là en fait hein, de prendre dans la globalité en fait. Oui, holisme tous les étages. Mm. Ce que je trouve bien, c'est que tu as vraiment utilisé la naturopathie comme un outil.
Ça, c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Pour les personnes, en tout cas, qui souhaitent faire une reconversion en tant que naturopathe, ils ne vont prendre en compte que la naturopathe et ils vont se définir que naturopathe et s'enfermer, peut-être même limite dans la naturopathie. Et ce que je trouve bien, c'est que tu as vraiment élargi ton horizon en te formant autant en médecine traditionnelle chinoise, cohérence cardiaque, etc., en approfondissant vraiment la naturopathie à tous ces étages. Parce que, comme on le dit, la naturopathie, elle a 10 outils. Et on peut totalement aller se spécialiser dans un des outils qui nous plaît le plus. Donc, Mélanie, elle s'est spécialisée autant en énergétique qu'en gestion du stress, donc gestion psycho-émotionnelle, etc. Également en exercice physique avec le yoga. Et en plus de ça, par son passé, elle a quand même des outils via le kiné. Donc, il y a vraiment ça à prendre en compte, en fait, quand vous souhaitez devenir naturopathe. Pensez plus large et pensez aussi à tout ce que vous pouvez développer autour et à tout ce que vous pouvez vous spécialiser, vous former autour en fait du métier en lui-même de naturopathe et que c'est aussi possible. Vous avez totalement le champ des possibles devant vous quand vous souhaitez devenir naturopathe et faire les formations que vous souhaitez. Vous pouvez aussi vous former en nutrition, vous pouvez aussi vous former en plein de choses et en tout ce que vous voulez et prendre conscience que au final, le métier de naturopathe, c'est aussi un métier que vous pouvez faire sur mesure par rapport à vous. Enfin, en tout cas, je pense. Je ne sais pas ta vision à ce niveau-là. Bon, je pense qu'elle sera assez semblable, mais le métier de naturopathe fait partie d'un couteau suisse Mm. à faire comme vous souhaitez, en fait. Ah, Mm. petit bug. Ouais, ben oui, c'est sûr. Déjà, enfin, moi je considère que euh, quand on s'arrête que la naturopathie, c'est finalement qu'on n'a pas compris c'était quoi la naturopathie, tu vois. Mm, Il y a aujourd'hui, tu vois, différentes manières de pratiquer et d'accompagner en naturopathie. mm, Et pour moi, enfin, tu as par exemple la version naturelle de la médecine moderne, c'est-à-dire ouais, un problème, une plante ou un complément alimentaire. Ça, je déteste. Pour moi, c'est vraiment, c'est ça. Médecine verte, on appelle ça. ouais, c'est vraiment, enfin, l'opposé de ce qu'est vraiment la naturopathie. Et quand tu fais vraiment de la naturopathie, bah, finalement, tu vas te rendre compte que tu as besoin d'aller te former bah, dans les différentes branches de la naturopathie. Parce que tu as envie d'apporter et d'accompagner justement de cette manière holistique qu'est la Mm, naturopathie. Et moi d'ailleurs, ça m'a énormément posé un problème parce que finalement, dans mes plans de naturopathie que je donne dans mes consultations, à un moment donné, je me suis dit, mais je m'arrête tout dans ce que je mets comme conseil, tu vois. Parce que ouais. tu as tellement de choses à dire, de conseils à donner sur tous les plans, à un moment donné, tu te dis, bon, bah, je m'arrête tout, quoi. Mm. Donc, ça peut être parfois problématique aussi, hein, pour... mm, Oui, pour bien prendre la limite en fait. Trouver sa place en fait de comment on va pratiquer cette naturopathie et comment on va la transmettre et comment voilà, on va au quotidien aider les gens à- et nous trouver notre limite là-dedans aussi. mm. Donc aujourd'hui, tu es coach holistique. Comment tu aides concrètement les gens? Je sais que tu as des programmes en ligne. Est-ce que tu pourrais en parler peut-être un petit peu plus, un peu les décrire, pourquoi tu les as créés aussi? Oui, alors ben donc toujours dans cette manière hein, d'accompagner d'une façon holistique et aussi parce que je considère que on a cette capacité en soi de s'auto-réguler, de s'auto-soigner, de réharmoniser son corps, de favoriser l'auto-guérison et ça beaucoup par la méditation de pleine conscience. Donc Mm, en fait déjà ce que j'ai voulu créer c'était un coffret de méditation d'initiation à la méditation pour aider les gens en fait à redécouvrir la méditation parce qu'il y a beaucoup de fausses idées à propos de la méditation, des gens qui se disent que c'est s'asseoir et ne plus avoir de pensée par exemple, aussi ne pas savoir vraiment concrètement ce que ça va nous apporter. Alors qu'en fait, la méditation, c'est vraiment un outil puissant qui peut vraiment nous permettre de changer de l'intérieur, de changer nos vieux schémas, de changer nos conditionnements, de ne plus avoir d'anxiété, de résoudre les troubles du comportement alimentaire, etc. Donc pour moi, c'était vraiment important déjà de donner ce petit coffret qui est comme une petite boîte à outils de démarrage quand on veut prendre soin de soi.
Mm. Ensuite, j'ai créé un programme qui est beaucoup plus complexe et en tout cas complet et qui dure dans le temps. C'est Reconnexion profonde. Donc là, c'est vraiment un programme étalé sur 12 semaines en 3 modules qui permet vraiment de reconnecter à son essence profonde. Donc, c'est-à-dire à l'essence pure, à ce que l'on est vraiment, parce qu'on n'est pas la petite voix dans notre tête qui parle. On est en fait cet observateur qui a la capacité d'observer la voix dans notre tête. Et c'est ce qu'on appelle l'essence profonde, l'essence pure. Et quand on revient à cette connexion à notre essence pure, à notre essence profonde, eh ben, on va prendre des décisions qui seront alignées à nous et du coup avoir une vie qui sera alignée à nous. Ça va nous permettre également de nettoyer toutes nos vieilles croyances, tous nos vieux, enfin de désamorcer tous les vieux comportements, les vieux conditionnements qui nous poussent à agir toujours de la même manière et à rester finalement figés dans une certaine conception du monde en fait. Ouais. Donc Reconnexion profonde, c'est vraiment un programme de gestion du stress et des émotions qui est vraiment plus précis, plus détaillé, avec une démarche très progressive pour vraiment redevenir un petit peu son maître intérieur, se réaligner Mm. et se libérer de tout ce qui peut nous polluer intérieurement. Donc ça, c'est, on va dire, mes 2 premiers programmes chouchou. Et là, je suis en train de travailler donc sur un petit programme de 30 jours pour apprendre à gérer son stress. Donc c'est un petit challenge, 30 jours pour apprendre à mieux gérer son stress, qui sortira, je pense, mi-mars à mon avis. Donc, le psycho-émotionnel, on a compris, a vraiment une grande place pour toi dans tes Oui, accompagnements. mais oui, parce qu'en fait, que ça soit dans le corps physique ou au niveau émotionnel, nos désordres proviennent en fait de nos blessures, de nos émotions, de quelque chose qui n'a pas été Mm. écouté, qui n'a pas été intégré, qui n'a pas été digéré. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, on pense que c'est notre hygiène de vie qui nous rend malade. Certes, l'hygiène de vie a une énorme importance, mais tu as des personnes qui ont une mauvaise hygiène de vie toute leur vie et qui vivent 90, 100 ans, qui vivent très bien. Et ce sont des personnes qui généralement ont un équilibre au niveau de leur vie, mais aussi un équilibre surtout au niveau émotionnel. Des personnes qui relativisent beaucoup, qui sont très calmes, qui sont toujours souriantes, qui se disent «Oh, demain est un autre jour, on verra demain». Enfin, tu vois, qui vont toujours de l'avant. Et finalement, il y a pas de nœuds énergétiques qui vont se Mm. concentrer et qui vont déclarer une maladie par la suite. Mm. Donc ça, c'était déjà une première observation que j'ai eue, notamment quand j'ai travaillé en maison de retraite, Oui. où je me suis aperçue qu'en fait, tu avais des personnes qui avaient eu une hygiène de vie pas forcément très naturelle, très Mm. hygiéniste, et qui pourtant allaient très bien. Et quand tu les entends parler, c'est des personnes qui, voilà, qui relativisent beaucoup, qui voient le positif dans tout, qui sont plutôt joyeuses, enfin voilà. Donc Mm. ça m'a énormément appris d'aller au contact de ces personnes âgées-là. Et à l'inverse, tu as des personnes qui vont se faire du souci et qui vont donc avoir une hygiène de vie très Parfait. stricte. Voilà, c'est voilà, tout cuit au vitaliseur, à la vapeur, tout Mm. bio, tu vois, pas de viande, pas de fromage. Elles écartent tout. Elles font du sport, voilà, elles vont se coucher tôt, machin, machin. Et à 35, 40 ans, elles te déclenchent un cancer du sein, un cancer du Ça. poumon, enfin un truc qui pète de tous les sens. Et c'est là où tu te dis, bah ouais, mais en fait, au niveau émotionnel, intérieurement, comment ça se passe? Mm. Comment ça se passe? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important de comprendre qu'on est plus de l'énergie que de la matière. D'accord? Mm. C'est-à-dire que même quand on va voir au niveau de l'infiniment petit, c'est-à-dire de la conception vraiment d'une molécule, parce qu'on est Ouais. un assemblage de molécules, et ben, dans un atome, on est, je crois, à 99% de l'énergie et on est seulement 1% de la matière. Donc en fait, on est un agglomérat, Mm. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'atomes, mais qui sont en grande majorité de l'énergie. Donc on est plus énergie que matière. Mm. Et donc en fait, un dysfonctionnement énergétique peut créer
Et c'est ça souvent qui va créer un dysfonctionnement dans la matière, dans le corps physique. Et Mm. c'est pour ça aussi qu'il y a certaines maladies que la médecine occidentale n'arrive pas à expliquer parce qu'elle ne prend pas en compte ça. Alors que dans les médecines euh, comme la médecine traditionnelle chinoise, on va savoir expliquer par exemple pourquoi à un moment donné il y a un cancer du poumon alors que la personne, elle a une bonne hygiène de vie, elle fait du sport, elle a jamais fumé, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de prendre en compte Mm. l'énergie et surtout de prendre en compte que on est capable de réguler l'énergie à l'intérieur de soi avec des pratiques comme le yoga ou la méditation. Et c'est ça en fait le message que je veux vraiment faire passer, c'est que oui, l'hygiène de vie, ça a une énorme importance, mais ce qui compte surtout avant, c'est d'aller chercher, de revenir à l'intérieur, voir qui on est, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment je peux réguler ce qui se passe à l'intérieur de moi, pour finalement avoir quelque chose qui soit plus linéaire et une circulation énergétique qui soit plus harmonieuse et donc un fonctionnement au niveau du corps qui sera plus optimal. Waouh! Non, c'est génial, c'est vraiment génial, je trouve, ta façon voilà, de t'approprier cette naturopathie et cette façon dont tu as de la traduire. Mm, Il y a Charlotte qui dit que en fait, les deux aspects sont vraiment importants, on ne peut pas les délaisser, autant l'hygiène non. de vie que l'émotionnel, et je suis tellement d'accord. Et c'est prouvé scientifiquement que le stress a un taux d'importance au niveau des cancers qui est Ah énorme. oui. Il y a des personnes qui déclenchent des cancers de Mais bien stress, sûr. en fait, Ah oui, oui, oui. de mauvaises pensées, et etc. C'est prouvé scientifiquement. C'est prouvé scientifiquement même au niveau des neurotransmetteurs, Ah oui. de tout ce qui est hormones du bonheur, et à quel point la pensée, aujourd'hui, peut changer. Et la pensée est aussi reliée à l'énergie et aussi, au final, à tout ce qu'on va s'entourer autour de nous. Si on pense positif, on s'entoure de choses positives autour de nous, de personnes positives. Et donc, du coup, notre énergie, en fait, ça vraiment, ça touche tous les niveaux, quoi. Oui. Ça touche tous les niveaux. Et je trouve que c'est important qu'il y ait des personnes comme toi, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on se coupe beaucoup de l'hygiène de vie, ou même, je dirais, dans la dernière ère, dans les 10 dernières années, on a eu beaucoup de mouvements au niveau alimentation, etc., pour qu'on prenne soin de nous au niveau, ben, on va dire, interne. Mais on n'a pas eu beaucoup de personnes qui se sont vraiment impliquées dans l'équilibre émotionnel, qui ont vraiment communiqué à ce niveau-là, de l'importance, en fait, d'un bon équilibre émotionnel énergétique dans notre santé. Après, l'un va avec l'autre, c'est-à-dire que c'est certain que quand tu Mm, commences à changer ton hygiène de vie et à apporter des choses plus saines dans ton corps, tes pensées vont aussi changer parce que ce que l'on ingère, mm, nos cellules se régénèrent à partir de ce que l'on mange. Et ça va également induire un certain taux vibratoire. Donc plus le taux vibratoire est bas et lent, bah, plus les pensées vont elles aussi être assez basses avec un taux vibratoire assez bas. ça. Alors que plus on augmente le taux vibratoire au niveau purement physique, ça va avoir aussi une incidence au niveau des pensées, de la clarté d'esprit, etc. C'est tu sais, cette notion de la qualité des humeurs un petit peu. Mm, Si on a des humeurs qui totalement. sont fluides et que ça circule bien dans le corps, le chêne, l'esprit va pouvoir aussi se libérer et être plus clarteux. Alors que si les humeurs sont lourdes, très denses et que ça a du mal à circuler, ah Mm, bah, au-dessus, forcément, ça va pas bien circuler non plus et ça va être très pesant. Donc on peut avoir ça va amener des pensées qui vont être plutôt noires, de manque de confiance en soi, de dévalorisation, de culpabilisation, etc. Mm. mm. Alors, juste pour rebondir sur humeur, parce que j'ai beaucoup de baby naturaux, Oui. pour ceux qui ne connaissent pas, mais humeur, c'est vraiment tout ce qui est liquide du corps. Donc, tout ce qui va être sang, lymphe, liquide cellulaire, etc. C'est aussi notre taux de toxémie. C'est-à-dire que nos humeurs, c'est vraiment notre état de santé global, en fait, de notre organisme. Et si on a trop de toxines dans notre organisme, ça va circuler par nos humeurs. Et donc, du coup, ça peut aller vers une pathologie X ou Y. C'est vraiment la base de la naturopathie. Donc, l'humorisme, le vitalisme, etc. Ouais, Et voilà, j'ai expliqué ça parce qu'au cas où t'as quelqu'un raison. ne comprenne pas, je dis humeur, mais qu'est-ce que c'est ce Oui. mot en fait? Et donc, ce qui est intéressant de comprendre justement, c'est de la qualité de nos humeurs, donc de la Voilà, qualité de nos liquides extracellulaires, va dépendre la qualité de nos humeurs, c'est-à-dire de notre tempérament, de comment on va. voilà, totalement.
Pas pour rien que ça s'appelle les humeurs, hein. C'est ça. En tout cas, tu exposes enfin, une naturopathie, on va dire entre guillemets, même si c'est au-delà de tout ça, qui plaît énormément aux gens. Il y a énormément de commentaires voilà, qui sont Mm. qui trouvent ça très intéressant, le lien que tu vas faire entre. Il y a Charlotte qui dit très intéressant le lien que tu fais avec l'explication du taux vibratoire. Mm. Oui. Ah, alors j'aimerais savoir qu'est-ce que seraient les conseils que tu pourrais donner à des personnes qui souhaiteraient devenir naturopathe, qui souhaiteraient aller vers ce métier-là. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Qu'est-ce que tu... Voilà. Euh, ben, déjà, de bien choisir son école et de choisir une école qui nous parle à nous. Mm. Parce qu'en fait, je reçois beaucoup de messages et je pense que toi, tu dois être débordé aussi de ce type de message. Tu sais, c'est oui, j'aimerais me former en naturopathie, mais quelle école faire? C'est ça. En Ou fait, laquelle tu as fait? voilà. Sauf qu'en fait, il faut vraiment choisir l'école qui nous parle avec les enseignants qui nous parlent et qui nous Mm. attirent. Donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Et c'est pour ça que ça sert à rien d'aller demander à droite, à gauche. Il faut vraiment aller chercher par soi-même, aller visiter l'école, aller rencontrer les professeurs et voir finalement bah, quelle énergie nous attire. Mm. Donc, voilà. Après, ce que je conseillerais, c'est d'être minutieux et sérieux et avoir encore cette notion de respect et de pas se dire oui bah tiens telle école propose en ligne et c'est beaucoup moins cher donc je vais faire celle-là. Je vous dis ça parce que moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai fait mon choix d'école de naturopathie comme ça. J'ai choisi ADNR formation parce que c'était une formation qui proposait en ligne. Et alors moi c'était assez différent parce que j'étais déjà kiné à la base, j'étais professionnelle Mm. de santé, j'avais pas Donc, envie de me taper tous les cours de physio, anat, machin. ouais. Et j'avais aussi un gros passif du fait que j'avais déjà lu beaucoup de livres, etc. Enfin, j'ai été plongée dans ce domaine-là. Expérimenté pas Voilà. mal de choses, fait des formations aussi en médecine traditionnelle chinoise qui peuvent Voilà. rejoindre un peu de naturopathie sur certains points. Voilà, Donc, donc en fait, voilà, donc je voulais vraiment quelque chose qui me donne les bases et qui me permette d'avoir le titre pour donner des consultations et faire des accompagnements de naturopathie. Donc c'est pour ça que je me suis dirigée vers ADNR formation. Mais aujourd'hui, quand une personne qui n'est pas professionnelle de santé du tout et veut se lancer dans la naturopathie me dit, ah, j'ai trouvé ADNR formation qui propose une formation en ligne de naturopathie et qui est moins chère, je pense que c'est ça que je vais faire. Je lui dis non. Non, non, si tu veux mm, vraiment faire une bonne formation en naturopathie, et que tu pars de zéro, que tu n'as aucune mm. connaissance en corps humain, bah, et cette démarche sérieuse, rigoureuse de faire une vraie école de naturopathie qui dure 3, 4, 5 ans et qui va vraiment être très sérieuse et rigoureuse comme ISUPNAT ou Senato. On va dire c'est euh, Ouais, c'est deux les deux grosses plus écoles, ouais. voilà, les deux plus reconnus, etc. Où il y a aussi, tu sais, comment ça s'appelle, Elle Pratiqueur. Ouais, Euh, en Allemagne. voilà, ça c'est très sérieux aussi. Ça regroupe vraiment, on va dire, c'est un consensus, je crois, hein, en termes d'école, avec toutes les connaissances et la manière de pratiquer au niveau Europe, je crois. Ouais, c'est Hein. ça. Voilà, donc Par contre, Elle je crois que le Pratique. cursus, il est en anglais. Comment? Je crois que le cursus est proposé qu'en anglais ou en allemand, les deux. Ah, je crois pas, parce que j'ai une amie, moi, qui l'a fait. Et, Ah, je croyais. Je croyais qu'il était proposé qu'en anglais ou allemand. ah ouais. Mais après, voilà, être pratiqueur, je crois que c'est le plus haut niveau qu'on peut atteindre. Genre C'est en sérieux, naturopathie. voilà. Et je pense qu'à un moment donné, il faut savoir de quelle manière on veut le pratiquer et du coup adapter notre formation en conséquence. Donc Mm, voilà. Moi aujourd'hui, la formation que j'ai choisie, elle me permet de faire les accompagnements comme j'en ai envie. Tu vois, je pioche un petit peu de ce que j'ai appris mm. et en fait, c'est toutes les formations que j'ai faites qui me Ouais, permettent aujourd'hui de proposer les accompagnements que je propose. Mais si je voulais faire que de la naturopathie et me dire que naturopathe, bah peut-être que j'aurais fait une autre formation, tu vois, que j'aurais fait L pratiqueur, oui. Senato ou Isupnat. Après, je pense que voilà, il faut bien se dire un truc, c'est que quand vous devenez naturopathe, vous devenez aussi élève à vie. Ouais, Et genre, faut pas vraiment pas se fermer non plus qu'à son école de naturopathie et ne faire que son école de naturopathie. Faut bien se dire qu'à côté, il va falloir se former aussi à d'autres choses. Et je trouve que c'est très important et très intéressant d'aller se former aussi ailleurs.
de faire des stages même de naturopathie, pourquoi pas dans d'autres écoles, etc., pour découvrir en fait vraiment tout cet horizon-là. Parce que je trouve que, enfin en tout cas, moi, mon école, je trouve qu'elle a été assez enfermante. Moi, j'ai fait le collège de naturopathie rénové André Lafont. J'ai adoré mon école, j'ai adoré mon cursus, qui est un cursus très sérieux et très bien. Mais par exemple, c'est vrai que les consultations, c'était genre comme ça et on n'avait pas le droit. Enfin, on pouvait pas genre déborder, quoi. Fallait que ça se passe comme ci, etc., quoi. Donc, moi, je sais que j'ai appris beaucoup plus au final après mes études de naturopathie en ayant me formé 4-5 jours en stage nutrition par-ci, Ouais. faire ça par-là, etc. C'est hyper enrichissant et je pense que c'est quelque chose qui doit être de toute façon envisagé, de vous dire, non, mais en fait, de toute façon, au niveau aspect financier, vous allez débourser des milliers dans Ah, tous les cas. c'est toute la vie en fait. C'est toute la vie. Ça va être toute la vie. Et après, même, c'est addictif tous les ans, voilà, de faire une Bah nouvelle oui. formation, de découvrir d'autres choses, etc., quoi. C'est vraiment quelque chose. Bah, c'est super. Je ne sais pas si quelques petites questions juste pour les dernières minutes. Alors, il y avait quelqu'un qui demandait si c'était qui tes maîtres chinois. Alors, moi, j'ai fait une année de médecine chinoise à Nancy et après, j'ai fait l'école Chêne à Paris. D'accord. Alors ça, c'est vraiment un monde inconnu pour moi, je ne connais pas du tout. Ouais, école Chêne à Paris et école de Nancy. Et là, je réfléchissais parce qu'à Paris, en fait, j'ai fait 2 ans. Et je me posais la question, en fait, de savoir si je continuais là-bas ou là, maintenant, comme j'ai déménagé, que je suis de nouveau à Nancy, si je reprenais mes études à Nancy. Mais en même temps, il y a l'école Ling qui m'appelle beaucoup parce que j'ai rencontré une des professeurs de l'école Ling qui est juste incroyable. Docteur Hong Xian qui est à Paris. Donc, si vous êtes en région parisienne et que vous avez quoi que ce soit, mais allez la voir parce que c'est vraiment une perle. C'est une thérapeute, je pense, que c'est vraiment ouais, une thérapeute, tu sais, en plus qui a été formée à l'ancienne, c'est-à-dire Hmm, son grand-père faisait de la médecine chinoise, donc depuis qu'elle est toute petite, en fait, son grand-père lui fait prendre les poux. d'accord. Enfin, elle a vraiment Ouais. ouais, elle a vraiment une précision et moi, elle m'a bluffée par son efficacité et sa posture en tant que thérapeute et elle m'inspire beaucoup. Hmm. Mais si bien que quand je l'ai vue, tu vois, je me suis dit, non mais Mélanie, en fait, arrête la médecine chinoise, tu seras jamais Aussi comme elle, forte ça qu'elle, sert à quoi. rien. Voilà, elle, en fait, elle dédie toute sa vie à ça et tu vois que voilà, c'est vraiment la médecine chinoise et c'est que ça. Moi, je suis tellement large à prendre, tu vois, de partout et d'avoir une vision de l'être humain, mais encore plus, enfin, différente que. Voilà, je me suis pas mal posé la question et c'est pour ça cette année aussi que j'ai fait une pause parce que je voulais voir vraiment ce qui m'appelait, tu vois. Hmm, c'est bien. Des fois, il faut savoir faire une pause. Complètement. Alors, il y a Alicia qui demande, connaissez-vous un centre de formation qui réalise des formations sur l'anxiété, anxiété généralisée, sociale ou chronique? Alors, j'en connais pas, mais ce que, enfin, j'ai à dire au niveau de l'anxiété, parce que moi, j'ai vécu 7 ans d'agoraphobie, de phobie sociale, etc. Donc, Ouais. c'est un sujet que je connais bien. Ouais, C'est que l'anxiété, tout ce qui tourne autour de l'anxiété et de l'angoisse, il y a tellement de formations à faire. c'est ça. En fait, ça va dépendre de plein de gens. Ça va dépendre de chaque anxiété, ça va dépendre de tout et aussi de la source de l'anxiété, etc. Ouais. Il y en a, je te dirais, ben, ça serait les psychothérapies, de faire des TCC, donc de te former à ça. Mais il y en a d'autres, ça va être par la naturopathie, par l'énergétique. En fait, tout peut aider une personne anxieuse, mais il faut trouver ce qui l'aide réellement et ce qui va lui donner un coup de pouce. Tu vas avoir aussi des techniques de gestion émotionnelle comme la PNL ou le Faster EFT, enfin le EFT, qui Ouais. peuvent être hyper intéressantes pour tous les anxieux. Je te dirais que si tu souhaites te spécialiser au niveau de la gestion de l'anxiété, etc., ben, ça serait de faire plein de formations, en fait. Et de trouver en tout cas ce qui te parle et ce qui t'appelle. Tu as la cohérence cardiaque aussi. C'est ça. Moi, je sais que par exemple, la cohérence cardiaque n'a jamais marché sur moi. Enfin, quand je faisais des Ouais. grosses crises d'angoisse, non, il fallait plutôt que je Oui. passe sur de l'EFT ou des choses comme ça. La cohérence cardiaque était très bien chez moi pour un travail, on va dire, de fond Ouais. à faire quotidiennement, etc., comme la méditation, comme des choses comme ça. Mais Ouais. vraiment pour
traiter un moment d'anxiété ou quoi, voilà, moi, ça a plus été de parler, donc tout ce qui peut être TCC, psychothérapie, EFT, des choses de libération émotionnelle directe, en fait. Mais également, travailler sur une anxiété, c'est travailler sur le fond, donc travailler autant sur l'hygiène de vie que le bien-être, équilibre émotionnel, énergétique. Moi, j'ai une maman qui est énergéticienne, donc j'avais des soins énergétiques à volonté à la maison, donc c'était génial. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment Mm. très, tellement large que je pense qu'il n'y a même pas en fait aujourd'hui de formation qui pourrait tout prendre en compte ou Non, te c'est former à ça. tout. Et puis en fait, on est attiré par un type de formation en fonction de notre histoire et de ce qu'on a vécu aussi. Oui, Mais totalement. moi, tu vois, à sa question, j'aurais répondu vraiment la méditation. Ouais, Tu vois? aussi, ouais. Parce C'est vrai qu'en que la fait, il faut vraiment comprendre que pourquoi les crises d'angoisse, le stress se manifestent et que c'est vraiment en allant changer à l'intérieur de nous-mêmes Mm, mm, que finalement on va évincer les crises d'angoisse, l'anxiété, etc. Et qu'en fait, mm. tu peux pas résoudre l'anxiété avec un truc qui va comme ça en claquant des doigts. C'est vraiment c'est vraiment déjà faire comprendre à la personne qu'elle est maître d'elle, de ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même, qu'elle peut changer les choses et lui donner les outils pour qu'elle puisse changer les choses à l'intérieur d'elle-même. Et méditation, en fait. Mm. Enfin, c'est pas pour rien que les moines, les bouddhistes le Ouais. font depuis des millénaires avant Jésus-Christ, en fait. Et que c'est considéré comme les personnes les plus heureuses du monde C'est qui ont le ça. moins d'anxiété. Mais oui, et moi, pour l'avoir vécu au travers des troubles du comportement alimentaire, pour avoir aujourd'hui mon papa qui est malade, qui est atteint d'un cancer et qui a vécu un gros changement de travail, etc. Eh ben, merci la méditation, parce Mm, que sinon, je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pu revivre l'hyperphagie, reprendre 20 kilos, refaire une dépression. mm. Donc, en fait, c'est aussi pour ça que j'ai créé mes programmes, parce que je suis Ouais. persuadée du bienfait que ça a, et ça a été démontré scientifiquement. Aujourd'hui, il y a plein d'études scientifiques qui démontrent et qui recommandent la méditation en première intention dans les traitements de burn-out et de dépression. Donc, voilà, il y a même une clinique, hein, la clinique de John Kabat-Zinn pour la gestion du stress par la méditation de pleine conscience. Donc, faut y penser. On n'y pense pas encore assez, mais c'est en train de monter, c'est en train de Oui. venir, hein. Mais voilà, pensez à la méditation parce que vraiment, c'est un outil qui est fabuleux. Enfin, vraiment, moi, je trouve ça magique, quoi. De toute façon, l'anxiété, c'est on est soit tourné vers le passé, soit tourné vers le futur. C'est C'est que ça, généralement, on n'est pas dans le moment présent. c'est Et la ça. méditation va permettre d'entraîner le cerveau à toujours revenir dans le moment présent. Et en fait, ce qu'il faut bien se dire aussi avec la méditation pour être aussi pratiquante, c'est qu'il faut laisser le temps. Mm, La première séance, on se dit, mais c'est quoi? Je vais réussir, quoi. mm. Faut bien se dire ça, mais c'est vraiment au bout de 1 mois, 3 mois, 6 mois que vous allez voir en fait à quel point ça Ouais. peut vous apporter. Je pense même pas, tu sais, je pense que c'est une question de durée. En fait, je pense qu'aujourd'hui, les Ah gens, ouais? tu sais, ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui disent oui, méditez 10 minutes par jour, vous allez voir, ça va changer votre vie, Ouais, vous allez être moins anxieux, etc. Donc les gens se mettent à méditer 10 minutes et puis au bout d'une semaine, il se passe rien. Au bout de 2 semaines, il se passe toujours rien. Au bout de 3 semaines, bon, oui, on se sent un petit peu mieux, mais voilà, quoi, il y a quand même ouais, toujours l'angoisse qui est là. Et en fait, c'est tout simplement parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour que la méditation elle soit efficace, ouais. il faut qu'on atteigne l'état de méditation, c'est-à-dire les ondes θ. Mm. D'accord? Quand on est en état d'éveil, on est dans les ondes bêta. Entre les deux, on est dans les ondes alpha. Et quand on va dans les ondes gamma, on est dans un état qui nous permet d'avoir accès finalement à l'inconscient et à nos conditionnements automatiques, à nos vieilles croyances. D'accord. Quand on est dans un état gamma, c'est aussi un état qui est favorable à la régénération cellulaire, à la réharmonisation à l'intérieur du corps. Donc c'est pour ça qu'on va se sentir à la fin d'une séance assez détendu, qu'on va être bien, etc. Mais pour atteindre cet état de conscience modifié, c'est pas en 10 minutes. Souvent, pour les Ouais, personnes qui débutent la méditation, on atteint seulement l'état de conscience modifié au bout de 10 minutes de pratique. d'accord. T'imagines, c'est comme si on s'arrêtait en fait tout près du but. Mm. Donc, il faut atteindre l'état de méditation.
Et une fois qu'on est dans l'état de méditation, y rester un certain temps. Donc en fait, si on veut vraiment voir des changements, on devrait méditer minimum 20 minutes, 30 minutes par jour pour voir vraiment des effets. Et là, on peut dire qu'avec une pratique de 30 minutes par jour, au bout d'une semaine, on peut déjà voir des effets grandioses en fait. Moi, c'est vrai que j'ai vu une différence à force de quand même de pratiquer 10 minutes. Ben, en fait, à un Ouais. moment donné, j'atteignais tellement plus rapidement en Et fait, ben c'est l'état de ça. méditation. Tu C'est as vraiment gagné au plus bout vite. de 3 mois, genre, je mettais quoi? 3 4 minutes à C'est rentrer ça. dedans au lieu de peut-être 20 minutes avant, quoi. Ou Et ben jamais c'est d'atteindre avant. Eh ben oui, parce que tu as quand même entraîné ton Ouais, le esprit, c'est cerveau. quand même un entraînement, mais du coup, tu vois, il t'a fallu 3 mois, Mm. alors que si on t'avait dit, bah, médite 20-30 minutes par jour, peut-être qu'en une semaine, déjà, tu aurais vu des changements Ouais, fabuleux, peut-être, ouais. tu vois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, Par contre, ça se c'est... perd rapidement. Ah oui, Il suffit que pendant 2 semaines ou 3 semaines, on médite pas ou quoi, on se reconcentre pas. Et en fait, j'ai l'impression que ça fait ah c'est bah, moi, encore limite plus long pour rentrer dedans. Ou... moi, je passe jamais plus de 2 jours sans méditer. Ouais, Tu vois, je moi, médite pour tous les éviter jours d'avoir 30. cette rigueur. Ouais, je médite tous les jours 30 minutes minimum et je passe jamais plus de 2 jours sans méditer. Tellement c'est un appel, tu vois, c'est un appel de mon Du corps, corps, de mon âme. complètement. Voilà, je sens que j'ai besoin chaque matin, je me dépose sur mon tapis de yoga, je réveille mon corps et après je me pose sur mon zafu, où je suis Ouais. d'ailleurs actuellement, hein. Je me pose sur mon coussin, sur mon zafu et c'est vraiment un retour vers soi, un bonheur et c'est devenu essentiel en fait. C'est Mm, comme revenir à la maison, on revient à l'intérieur de soi. mm, mm. Après, il faut bien se rendre compte de ça aussi. C'est comme le sport, des personnes qui deviennent sportives du jour au lendemain, etc. C'est qu'à un moment donné, en fait, le corps va le réclamer. Mm, Voilà, il faut aussi mettre ça. c'est ça. Merci, en tout cas, Mélanie. Si vous Bah, voulez en apprendre plus sur la méditation, sur voilà, l'énergétique, etc., je vous conseille d'aller voir son compte. Elle propose plein de choses. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Et bel après-midi. merci à toi de m'avoir accueilli, de m'avoir proposé ce live. C'était une belle découverte de te découvrir et de découvrir ton compte. Donc un grand merci pour ce moment et puis à bientôt certainement. Oui, à bientôt. Merci, Mélanie. Journée, salut.